Bon, alors je reprends. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la Fédération française de cardiologie à l'occasion de la Semaine du cœur digital 2020. Mon nom est Denis Engoulevent, je suis vice-président, un des vice-présidents de la Fédération française de cardiologie et président de la commission scientifique. Et le thème de notre webinaire ce soir, eh bien, c'est le webinaire recherche. J'ai la chance de co-modérer ce webinaire avec Joël Giraud, qui est également un membre de notre conseil d'administration et qui est un représentant des non-médecins. Et donc, c'est une des forces que nous avons à la Fédération française de cardiologie, d'avoir à la fois des professionnels de santé, des représentants des patients de nos clubs Cœur et Santé. Et je modérerai également cette session avec Aline Carré, qui est notre déléguée nationale et qui va d'ailleurs nous faire l'honneur de nous faire une présentation en direct. Elle est très heureuse de faire ça, Aline. Vous voyez, elle se réjouit, elle est tout sourire. L'idée ce soir, c'est de vous parler à vous qui nous soutenez, les membres de nos clubs Cœur et Santé, les membres de la Fédé, les donateurs. Vous savez que la recherche est une des missions de la Fédé. On va bien vous en parler ce soir, c'est l'objet. On va vous parler du cadre général de ce que nous faisons, mais également, on a la chance d'avoir des chercheurs qui vont venir devant vous, vous présenter un petit peu ce qu'ils font, pourquoi et comment finalement la Fédé peut impacter la recherche cardiovasculaire française. Donc, voilà, je vais faire ça. Alors, Joël, est-ce que tu as un petit mot à dire d'accueil pour tous les amis qui nous rejoignent? Alors, vous savez que vous pouvez nous suivre en direct sur Zoom, pour ceux qui sont inscrits, qui ont le lien, mais également sur Facebook. Et j'insiste, vous avez la possibilité, soit sur Zoom, soit sur Facebook, de nous poser des questions auxquelles on essaiera de répondre dans la mesure du possible. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions que vous nous poserez. On essaiera de synthétiser un petit peu tout ça, mais n'hésitez pas, des questions, si possible, bien sûr, des questions en lien avec la recherche et les démarches de recherche de la Fédération française de cardiologie. On est là pour y répondre, on est là pour essayer de répondre aussi à vos attentes. Et si vous avez d'ailleurs des suggestions pour de futurs webinaires sur la recherche, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, bien sûr, à vous exprimer. Alors, Joël, un petit mot pour nos amis qui nous rejoignent? Oui, écoute, bonsoir à tout le monde. Ce que je voulais ajouter à ce que tu viens de dire, Denis, c'est qu'effectivement, la recherche vit des dons que la fédération reçoit, mais la fédération a aussi besoin de bras. Et donc, si parmi les gens qui nous rejoignent, il y a des volontaires pour venir nous aider dans nos missions, on est tout prêt à les accueillir. Alors, c'est très gentil. Effectivement, je relais ce message. La fédération ne vit que par les bénévoles qui donnent du temps et les donateurs qui nous donnent de l'argent, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, pour nous aider à réaliser nos missions, et notamment la mission de soutien à la recherche. Alors, nos auditeurs sont déjà très motivés parce qu'on a une première question avant même d'avoir parlé de projet de recherche. On nous pose des questions sur la reconstruction des cellules nécrosées par les cellules souches, notamment dans le cas des cardiopathies hypertrophiques ou des mutations identifiées. Alors bon, je ne vais pas répondre tout de suite, on regardera un petit peu tout ça. Une question sur la thérapie cellulaire, qui est un sujet pour lequel on connaît bien, pour lequel la fédération effectivement a déjà donné des financements. Alors, il est l'heure, il est temps. C'est l'heure d'Aline. Aline, on vous passe la parole. On est très heureux de vous écouter. Aline a des messages très importants à nous faire passer. Bonjour à tous. Je vous remercie de nous suivre. J'ai la charge de vous présenter, la charge et l'honneur de vous présenter la politique de financement de la recherche mise en place par la Fédération française de cardiologie. Donc, on va commencer par vous présenter la fédération, pour ceux qui sont peut-être moins au courant de ce qu'est notre institution. Donc, la Fédération française de cardiologie est une association qui lutte contre les maladies cardiovasculaires depuis plus de 55 ans. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique depuis 1977 et comme vient de le dire le professeur Engoulevent, nous sommes financés quasi exclusivement grâce à la générosité du public et on ne reçoit aucune subvention de l'État. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fédération est un réseau qui regroupe 27 associations régionales
auxquels sont rattachés 263 clubs cœur et santé, dans lesquels nous accueillons environ 18 000 adhérents, soit en prévention primaire, soit en prévention secondaire, pour faire du sport adapté. Cela, bien sûr, est rendu possible grâce à l'engagement d'environ 2000 bénévoles et des salariés du siège et en région. Nos 4 missions sont d'informer et de sensibiliser le grand public à la prévention des maladies cardiovasculaires, à financer la recherche en cardiologie, à apporter une aide à la réinsertion des personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires et à sensibiliser et initier le grand public aux gestes qui sauvent. Alors, l'importance de la lutte contre les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde et elle touche tout particulièrement les femmes, même jeunes, malgré les a priori, et aussi les plus de 65 ans. Il faut se rendre compte que cela représente 400 morts par jour. Alors ce chiffre, bien sûr, dit comme ça, il est alarmant, mais le plus important à retenir, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas impuissants face à ce fléau, parce que 80% de ces maladies cardiovasculaires sont évitables en améliorant son mode de vie. Vous voyez qu'il y a des facteurs de risque principaux, bien sûr, le tabac, la sédentarité, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, le diabète et le stress. Tout ça, nous avons moyen à notre niveau de travailler dessus pour limiter un maximum les risques. La recherche au sein de la fédération, alors comme on le citait un peu plus tôt, nous avons en place une commission scientifique, qui est une instance statutaire auprès du conseil d'administration et qui a un rôle de conseil et de force de proposition. Elle travaille sur 2 axes principaux. À moyen et long terme, elle propose une stratégie de financement aux administrateurs de la FFC pour pouvoir élaborer une politique de recherche. Et chaque année, elle évalue les demandes qu'elle reçoit dans le cadre d'appels à projets et elle les présente au CA, au conseil d'administration, pour validation. Cette commission, elle est renouvelée tous les 4 ans. Et ça a été le cas en 2019. Donc, vous voyez à l'écran la composition actuelle de la commission scientifique. Ils sont 16 membres, donc, dont le professeur Engoulevent qui est le président de la commission. Et vous pouvez noter l'intérêt de cette commission, c'est qu'elle est pluridisciplinaire et elle est représentative des pôles d'excellence en matière de recherche cardiovasculaire. Ça, c'est un point très important pour nous. Alors, bien sûr, objectif ambitieux, moyen ambitieux. Donc, la fédération consacre plus de 3 millions d'euros par an à la recherche pour financer une 50aine de projets. Et donc, comme je viens de vous le dire, avec une évaluation scientifique de chaque dossier par la commission. Si on regarde d'un peu plus près l'évolution sur les dernières années, vous pouvez voir qu'on a vraiment fait un effort important, et notamment, si on reprend sur les 10 dernières années, il faut savoir qu'il y a 10 ans, la FFC finançait 41 dossiers pour environ 1 400 000 €. Et donc, aujourd'hui, on est aux alentours des 3 millions. Donc, on a plus que doublé le montant qu'on investit dans la recherche pour accompagner le progrès. Je rappelle, comme le professeur Engoulevent l'a dit plus tôt, que la FFC est financée quasi exclusivement par la générosité du public et que c'est grâce aux dons et aux legs que nous recevons que nous avons pu devenir l'un des tout premiers financeurs de la recherche cardiovasculaire. Si on rentre un peu plus en détail, on peut voir les 4 types de financement que nous proposons à la fédération. Notre but, c'est d'améliorer la prévention des maladies cardiovasculaires et pour les patients malades, leur prise en charge, la qualité des soins et leur réadaptation. Donc, on va passer un peu plus en détail. Pour la formation des jeunes médecins, nous leur proposons la possibilité de bénéficier de bourses de Master 2 recherche.
dont le thème est libre, mais bien sûr, il faut qu'il y ait un lien avec la cardiologie. L'autre type de bourse possible, ce sont les bourses de mobilité à l'étranger. Elles servent à financer un projet de recherche qui ne doit pas seulement servir à se former à une technique à l'étranger. Il faut que le dossier soit plus large que ça. Et le thème est également libre, mais toujours en lien avec la cardiologie. Donc, pour l'année 2019, par exemple, nous avons distribué et financé 24 de ces bourses. Sur le programme Impulsion, c'est un programme de soutien aux jeunes équipes de recherche ou bien à un projet novateur, original, soit par sa technique, soit par son concept. Nous attribuons dans ces cas-là 30 000 € par projet et en 2019, nous avons financé 5 équipes. Sur le soutien à des projets en cours, pour les dotations de recherche, elles sont destinées à des projets de recherche le plus souvent faisant collaborer des équipes cliniques et fondamentales. Donc, ces dotations sont financées à hauteur de 100 000 € par projet. Et les bourses thématiques, c'est un choix qui est fait chaque année par la FFC de mettre l'accent sur quelques thèmes de recherche qu'elle souhaite mettre en avant. Par exemple, pour 2020, les thèmes étaient les maladies cardiovasculaires chez la femme, la prévention des maladies cardiovasculaires, sport et cœur, mort subite. Bien sûr, on est totalement connecté à notre environnement et à ce qui se passe actuellement. Donc, nous avons déjà prévu pour la campagne 2021 d'avoir une thématique sur cœur et Covid. Et enfin, les grands projets. Cela concerne les projets d'excellence qui doivent être multicentriques et pluridisciplinaires avec pour vocation de faire progresser la recherche transversale et clinique. Donc, c'est vraiment des projets d'importance et qui ont besoin de financement important également. Et donc, nous les finançons à hauteur de 300 000 € et nous en avons financé 2 pour l'année 2019. Voilà pour la présentation de la politique de financement de la recherche de la FFC. J'espère que cela vous a donné envie de vous joindre à nous et de nous aider à financer le progrès, parce qu'on a besoin de vous pour ça. Merci vraiment beaucoup, Aline. C'était, je crois, très clair. Alors, Aline, il y a une question. Il y a une question sur le Zoom. Alors, j'ai les initiales JCD qui nous dit par quels moyens un particulier peut-il concrètement vous aider en donnant de son temps pour interrogation administrative, pour interrogation participer à des campagnes. Je pense qu'on peut le renseigner. Oui. Pour les personnes qui souhaitent engager du temps à nos côtés pour faire avancer la cause, il suffit tout simplement de joindre ou le siège à Paris, ou si vous voulez faire un engagement local parce que vous êtes en région, de joindre l'association de cardiologie la plus proche de chez vous et d'indiquer sur quoi vous voudriez travailler à nos côtés, et on prendra contact avec vous et on montrera quelque chose qui vous permettra de vous engager et de faire avancer la Fédé. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais rebondir sur un des points très importants que vous avez cités. Vous avez parlé des grands projets, des financements très conséquents, 300 000 €, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de dons qui nous permettent de réunir ces montants. Et vous avez dit que ça permet de faire de la recherche transversale, translationnelle. Alors, juste un peu de vocabulaire. La recherche translationnelle, c'est que vous savez, on a des chercheurs qui travaillent au laboratoire sur des cellules, sur des protéines. Puis à côté de ça, il y a des médecins dans les services qui soignent des malades, certains d'entre vous en particulier. Simplement, il faut que les découvertes qu'on fait au laboratoire alimentent finalement les soins qu'on va donner à l'hôpital, dans les cabinets médicaux, chez les médecins, etc., etc. Et donc, passer finalement de ces protéines, des cellules, parfois d'expérimentation animale, à des traitements qui vont permettre de soigner les patients, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Et puis, il faut aussi que parfois, quand on est confronté, nous, à des patients avec des maladies, il y a des nouvelles questions qui se posent, on puisse savoir au niveau translationnel, au niveau même fondamental, quoi rechercher pour trouver de nouveaux traitements, de nouvelles hypothèses, de nouveaux moyens de faire des diagnostics. Et donc ça demande un investissement, une collaboration de différents types de chercheurs, et c'est exactement ce genre ce que ce genre de grand projet finance. Alors, ça me permet du coup de faire une transition élégante
vers le professeur Damien Legard, qui est également un membre de notre commission scientifique, qui est professeur de médecine à Paris, cardiologue bien sûr, et qui a été, lui, lauréat justement d'un de ses grands projets. Damien, tu as la parole. Merci Denis, bonjour à tous. Je suis également ravi d'être parmi vous pour partager autour de ces projets de recherche. Et effectivement, j'ai eu la chance d'être un heureux bénéficiaire, on va dire, de la générosité de nos donateurs pour un de ces grands projets. Donc, je vais essayer de vous faire partager, alors évidemment pas les détails, mais au moins les grandes lignes et essayer de vous aider à comprendre un peu ce qu'on essaye de faire dans ce type de projet. Donc, le titre tourne autour de la dégradation de la fonction cardiaque après un infarctus. Alors, la Fédération a déjà beaucoup communiqué autour de l'infarctus et je pense que la plupart d'entre vous sont assez bien informés. L'infarctus, c'est quand même, c'est pas une maladie rare, c'est 120 000 cas par an. Il y a à peu près 18 000 décès par an et à l'échelle mondiale, ça représente une cause très importante de la mortalité, au moins chez les adultes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un infarctus, qu'on appelle aussi parfois attaque cardiaque? C'est une des artères nourricières du cœur, qu'on appelle les artères coronaires, qui se bouchent de façon aiguë. Alors, le plus souvent, elles se bouchent sur une artère qui était déjà précédemment malade, avec souvent des dépôts qu'on appelle des plaques d'athérome. Toujours est-il que cette occlusion aiguë va provoquer la mort d'une partie du tissu du cœur, et notamment du gros muscle cardiaque qu'on appelle le ventricule, qui sert réellement de moteur au niveau du cœur. C'est la pompe sanguine principale. Alors cet infarctus, évidemment, va avoir des complications qui peuvent être des complications un peu brutales qu'on appelle la mort subite, qui est le plus souvent due à une arythmie. Ou ça peut être une complication qui peut être également aiguë, mais souvent qui va être un peu décalée, qui est l'insuffisance cardiaque, qui est une pathologie en elle-même qui a de multiples causes, mais la cause principale reste l'infarctus. Alors, on a beaucoup de traitements déjà actuellement, et la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ces traitements. La première chose, c'est de déboucher le plus vite possible l'artère, en appelant évidemment les secours, et on a à nos dispositions beaucoup de traitements pour déboucher très rapidement ces artères. Et puis, on a également un certain nombre de médicaments pour prévenir les complications qu'on vient d'évoquer, avec au moins 4 classes thérapeutiques efficaces. Et puis également une prothèse rythmique qu'on appelle les défibrillateurs implantables. Alors, néanmoins, tout ça évidemment ne suffit pas. Et puis, c'est ce qui va m'amener à introduire la notion de remodelage. C'est ce qui se passe entre l'infarctus. Alors, vous voyez sur le petit schéma à gauche, l'infarctus est à la pointe du cœur, la pointe du ventricule. Et progressivement, va entraîner tout un processus qu'on appelle le remodelage qui va aboutir, vous voyez, vers la droite, à une dilatation importante de ce ventricule et à une dégradation évidemment de son fonctionnement, ce qui aboutit in fine à ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, qui elle-même génère aussi des troubles du rythme. Donc voilà ce que c'est que ce remodelage, c'est l'ensemble de toutes ces modifications, que ce soit au niveau des gènes, des molécules, des cellules, du tissu, qui aboutit à cet aspect tel qu'on peut le voir par exemple quand on fait une image du cœur. Alors, on a vu qu'on avait des traitements. Néanmoins, ce remodelage survient encore chez un gros tiers des patients, avec un risque d'insuffisance cardiaque qui est d'à peu près 10% par an. Donc, c'est important. Et je vous ai dit précédemment que l'infarctus était la première cause de cette insuffisance cardiaque. Alors, comment faire mieux? Eh bien, on peut retourner un peu à nos cahiers, quelque part, à notre réflexion, mieux comprendre les mécanismes de ce remodelage. Sans doute mieux le prédire précocement, de façon à pouvoir, après, utiliser toutes les thérapeutiques le plus rapidement possible. Et une bonne façon de le prédire chez le maximum de personnes, simplement, c'est d'utiliser des biomarqueurs sanguins. Et puis ensuite, essayer de prévenir ce remodelage et ses complications, donc en utilisant précocement le maximum des thérapeutiques qu'on connaît déjà, et probablement dans un avenir assez proche, j'espère, utiliser de nouvelles thérapeutiques innovantes. Alors, Denis évoquait ce processus de recherche translationnelle en disant que ça allait du laboratoire puis vers le patient.
Là, dans ce cas-là, ça va aller d'abord du patient et vers le laboratoire. Ça va être un petit peu en sens inverse et après, on retournera sans doute, j'espère, vers le patient. Donc, le point de départ, c'était de regarder une cohorte, enfin, d'utiliser le matériel mis à disposition par une cohorte de patients qui ont été hospitalisés pour un infarctus aigu. Alors, quand je dis matériel, c'est les images du cœur qu'on a pu faire au cours de leur suivi par échographie, par IRM, qui a permis de suivre cette dilatation du cœur, ce qu'on appelle le remodelage. Et puis, on a réalisé un certain nombre de prélèvements sanguins qu'on a conservés au frais. Et ensuite, les patients, évidemment, ont eu un suivi pour voir ceux qui allaient bien et ceux qui allaient moins bien. Ces prélèvements sanguins nous ont permis de rechercher des protéines à l'intérieur du sang et dont on a regardé, dont on a analysé la corrélation entre les concentrations dans le sang et l'importance du remodelage et la survenue d'une insuffisance cardiaque ou de complications à terme. Et on a pu identifier comme ça un certain nombre de protéines, et notamment une qui est extrêmement bien corrélée à ce remodelage. Bien mieux corrélée, par exemple, que tous les marqueurs, parce qu'on a déjà des marqueurs de ce remodelage, comme la troponine, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la fameuse troponine cardiaque. Ben, cette protéine qu'on a identifiée est bien mieux corrélée à la survenue de ce remodelage. Donc c'est très intéressant. Alors, ça nous fait poser 3 questions. Est-ce qu'elle va avoir un rôle pour prédire la survenue du remodelage chez l'homme? A priori, on le pense, mais encore faudra-t-il le valider. Cette protéine a pour l'instant un rôle qui est totalement inconnu au niveau cardiovasculaire. Et donc, ça nous pose la question, quel est son rôle dans cette histoire de remodelage et de survenue d'insuffisance cardiaque? Et ça va nous amener à aller cette fois vers la paillasse et vers des modèles expérimentaux. Et puis à terme, est-ce que cette protéine, extrêmement bien corrélée à la survenue d'insuffisance cardiaque, pourrait être une cible thérapeutique en modulant les taux? Alors la première étape dans ce projet qu'on a déjà démarré, c'est de valider notre résultat sur d'autres cohortes. Très important, c'est dans la démarche scientifique, on trouve quelque chose, on veut être sûr que ce n'est pas lié au hasard, on a besoin de revalider, de revalider avant d'affirmer clairement ces résultats comme positifs. Et donc, ça a été effectivement validé dans d'autres cohortes. Ça nous a permis après d'aller vers des modèles expérimentaux. On va y aller, du moins, parce qu'on va y aller justement grâce à cette dotation. Et ces modèles, alors on va utiliser plusieurs modèles qu'a évoqué brièvement Denis, par exemple des cellules, des cellules qu'on va isoler et sur lesquelles on va travailler. Ça peut être également des souris qu'on va modifier, notamment en invalidant le gène qui code pour la protéine dont je parlais précédemment. Je ne vous ai pas donné le nom, mais qui est une protéine qui est donc codée par un gène. On supprime le gène chez la souris, et donc on a une souris qui se développe sans ce gène-là, et on regarde ce qui se passe quand elle fait un infarctus, etc. Donc on a un certain nombre d'outils de ce type-là qui vont nous permettre, on l'espère, de mieux comprendre en fait, parce que pour l'instant on ne connaît pas du tout le rôle de cette protéine dans le remodelage et la survenue d'insuffisance cardiaque. Et puis après, une fois qu'on aura un peu compris, ou presque en même temps, on va essayer de moduler le taux de cette protéine, notamment avec des anticorps qui vont inhiber la protéine à l'intérieur du cœur, par exemple, et regarder ce qui se passe quand on réalise un infarctus chez la souris. Est-ce que ça la protège ou au contraire, est-ce que ça l'aggrave? Et ça en fonction de ces résultats-là, ça nous permettra d'envisager un retour au patient avec peut-être, pourquoi pas, une nouvelle cible thérapeutique à proposer. Voilà. Et tout ça peut être fait, effectivement. Donc, vous voyez, c'est quand même une recherche essentiellement fondamentale grâce à ce type de dotation issue des donations, et en tout cas, dont moi, je vais profiter. Et j'en profite là, de cette tribune pour vous remercier chaleureusement. Voilà, merci à tous. Merci, merci Damien, c'était très clair et puis surtout c'était passionnant. Alors, il y a quelques questions qui arrivent sur le chat. Alors tiens, il y a une question pour toi, c'est très technique. La myosine est-elle aussi un marqueur de dégradation du tissu cardiaque? On est un peu dans le sujet, mais on est plus dans le marqueur aigu là. En tout cas, la myosine, c'est une protéine du cœur, c'est vrai. Et quand il y a une souffrance cardiaque, typiquement l'infarctus, il y a un relargage des protéines qui sont à l'intérieur des cellules, dont la myosine et de nombreuses autres protéines.
Néanmoins, le dosage de la myosine n'est pas très fiable comme marqueur. Ce n'est pas considéré comme un très bon marqueur parce que les taux de la myosine vont être assez mal corrélés au bout du compte au degré de souffrance. Ce qui fait qu'on ne l'utilise pas à cause de ça, mais sinon, c'est effectivement en soi un marqueur. Bon, ça, c'était une première réponse. Alors là, je n'ai pas de questions très précises sur ton projet qui a dû, je pense, passionner nos auditeurs, mais il se trouve que j'ai eu la chance de lire ton projet, surtout quand il était passé en évaluation dans la commission scientifique, en compétition avec de nombreux autres projets. Il a été un des 2 lauréats, effectivement, du financement. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu cette histoire de remodelage cardiaque? C'est quand même quelque chose, d'abord, pour nous, médecins, pas toujours facile à bien comprendre. Ça fait quand même très longtemps qu'on essaye d'expliquer exactement ce qui se passe dans ce cœur après un infarctus et qui fait qu'il va effectivement se déformer et moins bien fonctionner. Mais si tu voulais expliquer avec des mots très simples, finalement, à quoi ça correspond? Parce qu'on a envie de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement empêché tous ces processus de remodelage avec des enzymes, avec des médicaments, avec des inhibiteurs? C'est un processus complexe. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à bien le prévenir. On a bien compris. Alors, qu'est-ce que c'est que le remodelage de façon simple? Dans le cas d'un infarctus, c'est à la limite le plus simple à comprendre. On a une part du tissu cardiaque qui n'est plus irriguée, donc qui va mourir. Ce qu'on appelle la nécrose. Donc, cette nécrose va cicatriser. Donc, il va y avoir progressivement cette partie musculaire il n'y aura pas de trou dans le cœur, pas de trou béant, mais il va y avoir une cicatrisation au niveau de cette zone qui est nécrosée. Donc, qui dit cicatrisation dit inflammation. On l'a tous expérimenté quand on se coupe. Ça fait mal, ça brûle, parce qu'il y a de l'inflammation. Et après, ça cicatrise. C'est exactement la même chose au niveau du cœur. Mais évidemment, cette cicatrisation-là, elle n'est pas très parfaite. Elle dépend évidemment de la taille de l'infarctus en premier lieu. Et elle va déboucher sur un certain nombre de modifications des protéines et de la fonction des cellules. Et de fait, ces cellules fonctionnent moins bien et il y a souvent une espèce d'emballement de la cicatrisation avec un cœur qui cicatrise quelque part de façon excessive, qui grossit de façon excessive, qui se dilate de façon excessive et qui provoque du tissu cicatriciel, c'est-à-dire de la fibrose, de façon excessive. Et c'est ça qui fait après le lit de la survenue de ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et ça implique énormément de mécanismes, Et souvent, le blocage d'un seul de ces mécanismes n'est pas suffisant. Et c'est là la réelle complexité du processus de remodelage, c'est d'essayer d'avoir une appréhension de l'ensemble des mécanismes et de trouver des cibles qui ont réellement un effet. Souvent, chez la souris, il y a beaucoup de choses qui marchent, mais après, c'est vrai que chez l'homme, c'est plus compliqué, parce qu'il y a de nombreux mécanismes. Alors, Joël, Aline, avez-vous des questions pour Damien? Sinon, moi, j'en ai en réserve, qui arrive d'ailleurs sur le chat. Non. Joël, une question pour notre ami Damien? Est-ce que mon micro... Oui, on t'entend parfaitement. Oui, j'aurais une question. Oui, quand on cible une protéine comme ça, comment on peut être sûr que cette protéine n'a qu'un seul rôle, à savoir faire évoluer ce remodelage du cœur? Est-ce qu'elle n'a pas d'autres rôles ailleurs qui seraient inhibés si on la masque? Si, complètement. C'est tout le problème des médicaments. Les médicaments, souvent, on aimerait bien qu'ils agissent à un certain endroit et qu'ils aient un rôle très particulier, mais évidemment, ils agissent également à d'autres endroits et ont des rôles particuliers. Donc, cette protéine en question est présente dans beaucoup de tissus, pas uniquement dans le cœur, et il est clair que sa modulation aura des effets sur d'autres tissus. Donc, c'est ça qu'il va falloir appréhender. Et ce qu'on pense, c'est qu'au cours d'un infarctus, il y a un emballement au niveau de cette protéine-là, au niveau du cœur, et uniquement au niveau du cœur. Donc l'atténuation de la protéine aura un effet essentiellement concentré sur le cœur. Mais ça reste complètement à démontrer. Votre question est extrêmement pertinente. Effectivement, oui, c'est un phénomène qu'on craint toujours, les effets d'un médicament ou d'une intervention en dehors de sa cible. Bien sûr. Ça fait partie des choses, effectivement, qu'on doit prendre en compte. Alors, j'ai une question de Madame Koub qui te demande, est-ce que plus l'infarctus est massif, plus le remodelage est rapide? Oui, absolument. Plus l'infarctus est gros, plus le remodelage va être important et rapide. Mais il n'y a pas que la taille de l'infarctus.
Parce que sinon, si c'était simplement lié à la taille de l'infarctus, quelque part, réellement, tout dépendrait de la désobstruction de l'artère et de la vitesse à laquelle on est capable de déboucher de l'artère. Or, Denis, tu sais bien qu'il n'en est rien, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres mécanismes impliqués. Voilà, mais effectivement, plus l'infarctus est important, malheureusement, plus le remodelage sera important. Alors, on a des auditeurs qui sont au taquet de la pharmacologie, parce que là, j'ai une question qui te dit, pour le remodelage, il y a déjà l'Intresto. En plus, on y arrive avec le nom commercial. Quel effet aurait cette protéine? En gros, est-ce que tu vas faire mieux que les médicaments? On va faire beaucoup mieux. Alors, pour ce qui est de ce médicament-là, dont le nom de la molécule, c'est le sacubitril/valsartan. Voilà, mais la question, elle est… commerciaux. Il n'y a pas de concurrent. Bon. Alors, peut-être que l'auditeur est mieux informé que moi, parce que l'essai qui évalue le sacubitril/valsartan dans l'infarctus est en cours. Paradise, on attend les résultats. Et les inclusions ont été terminées il y a très peu de temps. On aura les résultats dans 1 an et demi à 2 ans à peu près. Mais il est assez probable qu'effectivement ce médicament soit efficace, comme le sont les bêta-bloquants, les IEC, et peut-être il a une efficacité qui est peut-être un petit peu supérieure à l'IEC. On verra bien. Néanmoins, ça ne suffira pas, malheureusement, à prévenir tout le monde. Alors, j'ai une autre question sur le chat qui est de te demander, sans avoir fait un infarctus, on peut avoir ce qu'on appelle couramment un gros cœur. Quels sont les risques et à quoi ça correspond? Denis, c'est bien que toi comme moi, on a un gros cœur. Oui. Oui. En tout cas, un cœur généreux. Quand on dit un gros cœur, donc ça peut être ça peut avoir cette signification-là, mais j'imagine que la personne a eu peut-être un examen, on lui a dit, vous avez un gros cœur. Un gros cœur, ça veut dire un cœur remodelé. Et un cœur peut être remodelé par l'infarctus, on l'a vu, mais ça peut être remodelé, ça peut grossir pour d'autres raisons. Ça peut être l'hypertension artérielle quand elle a été maltraitée. Ça peut être des problèmes de valves. Et puis, il y a des maladies génétiques qui provoquent soit des hypertrophies, des muscles qui deviennent trop épais, ou soit des dilatations. Ça peut être aussi des infections du cœur, des inflammations du cœur qui aboutissent à ça. Donc, il y a de nombreuses causes expliquant les cœurs qui se dilatent. Voilà, donc ça répond à la question que Jean-Pierre nous avait posée. Alors moi, j'ai une question on va sortir un peu du domaine purement de la science et de la cardiopathie, mais bon, tu as bénéficié d'un financement de la Fédération française de cardiologie, on t'a félicité pour ça et on a beaucoup d'espoir en toi en mettant nos financements ici, mais de façon générale, pour toi qui es un chercheur, et puis un chercheur confirmé, un directeur d'équipe de recherche, la recherche de financement, quelle part ça prend finalement dans tes activités de recherche? Est-ce que c'est quelque chose de très important? Et justement, parce que nos donateurs, ils donnent, mais ils ne se rendent pas bien compte de ce que ça représente. Peut-être tu pourrais faire un éclairage là-dessus. C'est une part qui est devenue très importante de la plupart des responsables d'équipes de recherche, puisque le financement public, on va dire, de la recherche est quand même très modeste. Il y a une loi d'ailleurs qui est passée hier, ou en tout cas il y a quelques jours, pour une soi-disant augmentation du budget de la recherche publique, mais qui est en fait extrêmement modeste. Donc ça ne suffit pas à faire vivre les laboratoires, et ça ne suffit pas à financer des projets innovants. Donc on a besoin d'autres moyens, et on est en quête permanente de sous, pour faire simple. Et donc il y a un certain nombre d'organismes qui proposent des appels d'offres. La compétition est extrêmement rude, puisque évidemment toutes les équipes sollicitent ces projets-là. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont quand même qui ont de très beaux projets. Donc les projets sont, on l'a bien vu là dans cet appel d'offres, énormément de projets qui étaient magnifiques. Et donc ça demande beaucoup de temps. Souvent on se présente une fois, ça peut ne pas marcher une première fois. On va mûrir un peu plus ce projet, travailler avec d'autres équipes, et se représenter une deuxième fois, une troisième fois. Donc c'est un énorme travail, et faut reconnaître que pour un responsable d'équipe, ça devient parfois sa partie principale de son activité de recherche. Je te remercie. Alors, il y a sur Facebook un de nos auditeurs qui dit
il faut vraiment que la recherche avance parce que j'en ai marre des médocs. Alors, on peut interpréter sa phrase de plusieurs façons. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre pour le rassurer ou lui donner ton point de vue? Le rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de gens, effectivement, c'est un fardeau de devoir prendre des médicaments tous les jours, hein, bien sûr. Est-ce qu'on pourra se passer des médocs? En tout cas, pas à court terme, ça c'est certain. À moyen long terme, je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des thérapeutiques qui ne sont pas des médicaments à prendre par la bouche. Alors, il y a des thérapeutiques qui passent évidemment par des injections très espacées, donc qui est peut-être un peu plus supportable, hein, en termes de fardeau quotidien. Et puis, évidemment, il y a des... donc, j'ai vu qu'il y avait une petite question au tout début, avant le début des interventions, sur l'histoire des cellules souches, oui. La thérapie génique. Donc, effectivement, on en parle, c'est assez spectaculaire dans le concept, hein, et dans les mots. Et effectivement, ce n'est pas des médicaments à prendre par la bouche, mais ça reste quelque part des médicaments qu'on va déposer au niveau du cœur ou qu'on va injecter dans l'organisme. Comme vous le savez, donc ça fait déjà longtemps que ces projets-là avancent, qu'il y a une recherche très active là-dessus, mais on est encore loin d'une utilisation, en tout cas pour ce qui est de l'infarctus. Hein, puisqu'il y a de la thérapie génique pour un certain nombre de pathologies, hein, déjà, hein, pour l'hémophilie, etc. Sans doute pour les cardiopathies congénitales, hein, dont parlera Magali Ladouceur tout à l'heure. Il y a peut-être des thérapeutiques qui sont un peu plus avancées. Mais en tout cas, pour les pathologies plus dégénératives de l'adulte au niveau cardiaque, on ne se passera pas des médicaments demain. Hein. Non, et puis on peut aussi faire remarquer que c'est vrai que, comme tu l'as dit, que c'est un fardeau de prendre des médicaments tous les jours, mais depuis que nous avons des médicaments efficaces et même très efficaces en cardiologie, on a considérablement amélioré l'espérance de vie et la qualité de vie de nos patients. Donc voilà, oui, il y a du pour et du contre, hein, sur les médicaments, en tout cas. Bon, en tout cas, Damien, on va conclure cette partie dans laquelle on a eu la chance de t'avoir. J'en profite pour te remercier, toi et toute ton équipe de recherche, parce que, bien évidemment, tous ces travaux, tous ces projets de recherche, il y a un chef d'orchestre, et là c'est Damien, mais autour de lui, il y a toute une équipe. Hein. Autour de toi, il y a des chercheurs, il y a des étudiants, il y a des gens aussi, des administratifs. Et donc, on en profite, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, s'ils te regardent, s'ils savaient que le chef était là, qu'ils allaient venir te voir. Mais si c'est le cas, on les salue, on les félicite aussi pour tout le travail fait. Et puis, de toute façon, on se reverra bientôt parce qu'on va faire une nouvelle campagne d'appel d'offres de la Fédération française de cardiologie pour l'année 2020-2021. Et je sais qu'on pourra compter sur toi pour nous aider à expertiser les projets des autres collègues qui viendront dans la compétition pour obtenir des financements. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon compère, merci Damien, Joël Giraud, qui va nous présenter la jeune chercheuse qui arrive. Oui, donc nous allons avoir maintenant le plaisir d'écouter un exposé du docteur Magali Ladouceur. Avec un nom comme ça, on a envie d'être son patient finalement. Et donc Magali est praticien hospitalier à l'AP-HP, à l'hôpital Georges Pompidou, et elle est spécialisée en cardiologie congénitale adulte. Et elle va nous exposer le parcours d'une chercheuse en cardiologie. À vous, Magali. Alors, merci. Donc, moi, je suis praticien hospitalier à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et je vais vous montrer à travers mon parcours comment la fédération a pu me soutenir et me permettre d'apprendre à la recherche et de devenir une jeune chercheuse. Donc, la diapo suivante. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu mon parcours qui, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la formation des médecins et puis surtout la formation des médecins qui font en parallèle de la recherche et de l'enseignement. Donc moi, j'ai commencé par une formation en cardiologie et j'ai passé une thèse de médecine en 2006 et un diplôme d'études spécialisées en cardiologie pour devenir cardiologue. Après ce diplôme, j'ai peaufiné ma formation en faisant ce qu'on appelle un clinica.
Dans cette période, on se spécialise un petit peu plus dans certains domaines de cardiologie. Donc, ça peut être la coronaropathie, l'imagerie, la rythmologie. Et moi, j'ai eu la chance d'être l'une des premières chefs de clinique, parce que quand on fait un clinica, on s'appelle chef de clinique, dans le domaine de la cardiologie congénitale adulte, parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de spécialistes pour s'occuper des enfants, ce qu'on appelle les cardiopédiatres, qui ont énormément progressé, développé les soins de ces patients, si bien qu'il y a maintenant beaucoup d'adultes qui ont été opérés enfants et qui ont des malformations cardiaques qui ne sont pas forcément connues par les cardiologues qui n'ont pas fait cette spécialisation. Et au cours de ces 3 ans de clinica, j'ai été surtout interrogée par une malformation. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui vraiment m'interrogeait beaucoup, et celle des transpositions des gros vaisseaux. C'est une malformation dans laquelle les vaisseaux sont inversés, et donc le ventricule droit qui normalement doit éjecter vers l'artère pulmonaire. Donc l'artère pulmonaire, c'est une artère qui a peu de pression, donc le ventricule droit, c'est pas normalement un ventricule très musclé. Et bien là, il s'est trouvé, du fait de la malformation, sous l'aorte, et donc était exposé à beaucoup de pression, parce que dans notre aorte, les pressions sont plus élevées. Et donc, quand on est cardiologue et qu'on n'a pas suivi ce genre de patient, moi, au début de ma formation, je me disais c'est impossible. Et quand on rencontre ces patients, bien si, c'est possible. Et ces patients deviennent adultes, et même, je dirais presque vieux adultes, enfin pas vraiment vieux, mais par rapport aux enfants, ils peuvent vraiment atteindre facilement 50 ans aujourd'hui, voire même certains patients, certains cas sont décrits à 70, 80 ans. Enfin, c'est exceptionnel, mais ça arrive. Donc, il y a vraiment des patients qui vont un jour aller très mal, même des fois à l'âge pédiatrique, et d'autres au contraire, qui vont bien adapter leur ventricule à l'aorte et donc vieillir. Et moi, je me suis dit, c'est quand même curieux qu'il y ait des patients comme ça des patients qui évoluent vers l'insuffisance cardiaque jeune, parce que ce sont quand même des patients qui ont souvent de l'insuffisance cardiaque vers 40 ans, et d'autres qui vivent plutôt bien longtemps. Donc, fort de cette question, j'ai élaboré un projet de recherche, et je me suis tournée, comme ça a été présenté, pour m'aider à apprendre à faire de la recherche et répondre à mes questions par un Master 2 qui a été financé par la Fédération de cardiologie, pendant lequel j'ai étudié cette cardiopathie, et j'ai déjà noté qu'il y avait un problème d'adaptation entre le ventricule droit et l'aorte en utilisant une technique d'imagerie. Donc, c'était une initiation à la recherche via une partie de la recherche qui s'appelle le traitement d'image. Et j'ai continué après, puisque j'étais vraiment plus on cherche et plus on a envie de chercher, surtout quand on trouve. J'ai enchaîné sur ce qu'on appelle une thèse de sciences, parce qu'en fait, je vais vous montrer un peu plus tard, c'est nécessaire pour devenir chercheur d'avoir une thèse de sciences. C'est un diplôme qui est différent de la thèse de médecine. C'est une thèse le plus souvent en sciences fondamentales, qui était aussi portée sur les transpositions des gros vaisseaux, où là, j'ai étudié des biomarqueurs. J'ai vu tout à l'heure que M. Lejar vous parlait des biomarqueurs. Là, c'est un biomarqueur aussi d'insuffisance cardiaque chez les patients qui ont un ventricule droit sous-aortique. Et là, la fédération, par une bourse qui s'appelle la bourse interéquipe, m'a soutenue dans cette démarche, puisque je faisais appel à beaucoup de chercheurs qui ne sont pas dans le domaine de la cardiologie, des chercheurs en biologie notamment, et d'autres des ingénieurs en traitement d'image. Et on a pu découvrir un des mécanismes qui expliquait pourquoi certains patients vieillissaient davantage leurs muscles cardiaques et évoluaient plus tôt, c'est-à-dire pour moi un patient jeune qui a de l'insuffisance cardiaque à 40 ans que d'autres. Et puis enfin, quand j'ai fini ces travaux, pour poursuivre ma carrière et devenir vraiment, pouvoir devenir dans ma profession une chercheuse, j'ai fait une mobilité, parce que je vous montrerai que c'est nécessaire de faire cette mobilité et de partager avec d'autres équipes qui peuvent vous former et sur des démarches de recherche et aussi sur des techniques cliniques. Et pour là, je suis partie à Londres, dans un centre qui est spécialisé dans la prise en charge des cardiologies de l'adulte, et qui m'a aidé à construire un grand
registre européen, vraiment grâce au soutien de la fédération qui m'a permis cette mobilité pendant un an. Et là, tout récemment, je viens d'avoir l'autorisation par la commission de l'HDR. Alors HDR, ça veut dire habilitation à diriger la recherche, c'est un autre diplôme qui est aussi nécessaire pour enfin ensuite candidater au poste de professeur des universités. Donc la diapositive suivante. Donc quand on parle de recherche, souvent on pense aux personnes derrière leur microscope ou qui manipulent des substances ou qui regardent des petites cellules. Donc à travers ma recherche, moi je n'ai pas forcément été dans des laboratoires avec ce type de technique. J'ai demandé à des chercheurs de m'aider dans ces thématiques, mais moi c'était plutôt dans le traitement d'images et dans l'épidémiologie et tout ce qui était statistique. En médecine, il y a énormément de disciplines dans la recherche et notamment en ce qui me concerne l'imagerie médicale, l'épidémiologie et l'informatique. Ce n'est pas seulement des domaines de la biologie ou de médicaments. La diapo suivante. Et pour être chercheur, comme je vous l'ai expliqué en présentant mon parcours, avant tout, il faut une thèse de sciences. C'est un diplôme qui est vraiment reconnu de manière internationale. Il faut être ensuite candidate à un poste d'enseignant-chercheur. Il y a deux types de postes concernant ce domaine et en particulier les médecins. On peut être maître de conférence des universités ou professeur des universités. Et dans ce cas, il faut avoir une mobilité dans un autre laboratoire, comme je l'ai fait en partant une année à Londres. La diapo suivante. Donc, le travail de chercheur, puisque je commence vraiment, j'ai eu une bonne initiation et je suis bien imprégnée dans ce domaine. L'objet, c'est comme vous l'a montré M. Lojard, c'était vraiment cette démarche. On essaie de répondre à des questions qui jusque-là se trouvaient sans réponse. Et puis, il y a aussi toute une autre partie que des fois on oublie, c'est-à-dire qu'on doit continuer à s'instruire parce que c'est comme ça qu'on va se poser d'autres questions et aussi transmettre et instruire aux plus jeunes pour qu'il y ait des jeunes qui travaillent avec nous, mais aussi de nouveaux chercheurs qui auront de nouvelles idées. Donc, dans mon travail et dans mon futur travail, mais c'est déjà le cas, je dois encadrer des étudiants dans cette démarche de recherche. Je forme également à mon métier. Il faut publier nos travaux pour pouvoir les communiquer avec d'autres chercheurs qui s'intéressent à notre recherche et pouvoir échanger, soit par des correspondances via les journaux ou même par les réseaux sociaux. Et ça permet aussi des fois de créer des collaborations internationales. Il faut en communiquer dans les congrès. Alors là, maintenant, c'est tout en webinar, mais on continue aussi par ces interactions à avoir beaucoup d'échanges scientifiques avec les chercheurs partout dans le monde. Et dans mon cas, comme je travaille beaucoup sur des maladies rares, c'est assez indispensable de collaborer de cette manière. Et puis, il faut bien sûr diffuser son savoir. Donc, on le fait auprès du grand public, auprès de nos confrères médecins, de nos étudiants, mais aussi de nos collègues à l'international. Donc, pour aller un petit peu en détail sur la manière dont m'a soutenu la Fédération française de cardiologie, donc, le financement de ma thèse de sciences, ça a été beaucoup en collaboration, enfin ça a été un cofinancement puisque j'avais obtenu un financement même faible, un financement public qui s'appelait à l'époque un CRC, mais ça ne suffisait pas pour pouvoir conduire complètement ma recherche. J'ai demandé à la FFC de me soutenir pour doser un biomarqueur qui est un biomarqueur de fibrose, c'est-à-dire de remodelage du muscle ventriculaire droit, puisque ce muscle, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des cellules qui mouraient, des cellules actives musculaires, et qui étaient remplacées par du tissu fibreux via tout un mécanisme qui libérait des morceaux de collagène, puisque la fibrose, c'est fabriqué surtout, ça contient surtout du collagène, et j'espérais à partir de ces biomarqueurs, la quantité de ces biomarqueurs relargués, de voir si en effet c'était ce mécanisme qui était à l'origine de la défaillance du ventricule droit des patients qui ont une transposition des gros vaisseaux. Donc on a recruté les patients de façon prospective, c'est des recherches qui sont longues et donc coûteuses et vraiment ce financement m'a vraiment permis de conduire à bien cette démarche. On a étudié en IRM en utilisant donc les techniques de développement d'images que j'avais fait en Master 2. Chez ces patients et pour d'autres techniques standards comme l'échographie
chez ces patients et on a dosé ces fameux biomarqueurs de fibrose qui nous ont permis de mettre en évidence qu'en fait, il y avait une dégradation du tissu musculaire du ventricule droit chez les patients qui étaient en insuffisance cardiaque et qui étaient remplacés par une fibrose et donc libéraient beaucoup de tissu collagène et ce qui traduisait une destruction de la structure du muscle du ventricule droit et donc expliquait sa défaillance. La diapo suivante. Donc de là, comme je m'intéressais beaucoup au ventricule droit systémique, j'ai été en contact avec l'équipe du Royal Brompton Hospital, en particulier le professeur Gazzouli qui dirige cette équipe. Quand il a su que je faisais ces travaux sur le ventricule droit systémique, il m'a fortement encouragée de mener un registre international et m'a mis en collaboration avec plein d'autres centres européens en cardiopathie congénitale adulte pour construire un registre et répondre à deux questions. La première, puisqu'on sait qu'il y a du remodelage myocardique, savoir si les traitements qu'on utilise classiquement dans l'insuffisance cardiaque marchent sur ces patients et donc ce mécanisme de remodelage ventriculaire et donc d'insuffisance cardiaque. Et la deuxième question, c'était est-ce que ces patients sont plus à risque de mort subite et comment on peut identifier ces patients pour prédire cette complication par l'implantation des défibrillateurs implantables. Donc 11 pays ont pu collaborer à ce registre et vraiment c'est encore une fois grâce et exclusivement grâce au soutien de la Fédération française de cardiologie et du soutien de mon directeur de recherche de Londres. On a pu ainsi, grâce à son équipe, développer des modèles statistiques qui nous ont permis de répondre à une première question sur le traitement et on s'est rendu compte qu'en fait, traiter pour le coup ces patients avec ce qu'on appelle les IEC et les ARTAN, c'est des médicaments qu'on donne pour ralentir l'évolution de l'insuffisance cardiaque, notamment après les infarctus. Ça a été démontré de façon très forte que ça marchait chez ces patients. Malheureusement, chez nos patients qui n'ont jamais eu d'insuffisance cardiaque, si on met ces traitements, ça ne prévient pas malheureusement l'apparition d'insuffisance cardiaque et donc la défaillance du ventricule droit systémique. Donc, il faudra qu'on cherche d'autres cibles thérapeutiques chez eux. Et puis, l'utilisation de tout le registre européen nous a permis d'abord de démontrer qu'il y avait une faible incidence de mort subite dans cette population, mais qui était quand même pas négligeable. Elle est autour de 4%, 4 pour 1000 patients année, pardon. Et, non, 4% patients année. Et on a pu construire des modèles pour cibler les patients qui nécessiteraient d'un défibrillateur. Donc là aussi, il faut des validations prospectives, comme on vous a expliqué. Chaque fois qu'on découvre quelque chose, il faut le valider et le revalider pour qu'on soit sûr de ce qu'on dit et ce qu'on fait chez les patients. Donc ça sera une deuxième démarche, mais en tout cas, le soutien de la fédération m'a vraiment permis de conduire à bien ces travaux. La diapo suivante. Donc la suite, donc comme je vous ai dit, après avoir eu tout ce cursus de recherche, je vais pouvoir passer l'habilitation à diriger la recherche très prochainement et candidater au concours des professeurs des universités. Ça m'a surtout permis, pour l'instant, cette démarche de développer d'autres travaux avec récemment une collaboration internationale avec deux équipes, une en Belgique et une en Allemagne, pour étudier de nouveaux biomarqueurs qui sont impliqués dans la fibrose du muscle cardiaque, qui s'appellent les NETs, des marqueurs d'inflammation. Donc, on a un gros travail en cours collaboratif, donc déjà en France et avec les autres centres des deux autres pays. Ça m'a permis également de construire une équipe de recherche avec d'autres collègues de centres européens où on a chaque année des projets pour étudier les résultats à long terme chez les patients qui ont des malformations cardiaques. Et enfin, ça m'a permis de pouvoir former des jeunes à la recherche et d'encadrer du coup à mon tour 2 Master 2 et 3 étudiants en thèse. Notamment, certains sont sur un autre projet qui a été soutenu par la Fédération française de cardiologie, qui est le projet FRESH-ICLIC, qui consiste
à caractériser les adultes qui ont des malformations cardiaques et de l'insuffisance cardiaque pour savoir comment on les traite, si ce qu'on fait est efficace et si on les traite suffisamment. Donc ça, c'est une thèse qui commence là, qui va être possible grâce au registre qui a été mis en place avec le soutien de la FFC. Donc en conclusion, c'est un énorme merci aux donateurs et à la FFC d'avoir cru dans mes démarches de recherche. Ça a permis de soigner des patients assez complexes et qui ont des complications très jeunes dans leur vie. Et donc je suis disponible pour vous répondre et j'espère pouvoir encore soutenir d'autres actions auprès de la FFC parce que c'est vraiment très utile pour nos malades qui sont de plus en plus nombreux et qui nécessitent d'améliorer quotidiennement la façon de les prendre en charge. Merci beaucoup, Magali Ladouceur. C'était très clair, c'était touffu, c'était vraiment exactement ce qu'on souhaitait que vous puissiez partager avec tous nos amis qui sont connectés. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que vous êtes plus de 250 connectés à nous suivre entre Facebook et Zoom. Et puis, comme vous savez, sur Facebook, les topos sont enregistrés et pourront être consultés ensuite sans problème dans le futur. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié effectivement votre parcours. Je dois dire que vous êtes l'exemple récent d'une jeune collègue qui a pu comme ça faire son chemin avec l'aide de la Fédé, mais vous n'êtes pas la seule. J'ai moi-même eu cette chance il y a maintenant, c'était il y a un peu plus longtemps, de pouvoir aussi partir faire ma mobilité à l'étranger avec les financements de la Fédération française de cardiologie. Donc, c'est effectivement un engagement, si vous voulez, qu'on a à la Fédé de pouvoir soutenir des jeunes, à la fois quand ils ont besoin, eux, d'un financement personnel, parce que partir vivre à Londres, au prix du mètre carré, c'est compliqué. Hein, oui. C'est un endroit, un étudiant, il a quand même besoin de se loger, de se nourrir pour pouvoir tous les matins aller travailler et mettre sa matière grise au service de la science. Donc, c'est très important. Et puis, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le professeur Logère, et bien expliqué le docteur Ladouceur, la recherche, ça coûte très cher. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, mais ça vaut le coup. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Vous avez parlé de la transposition des gros vaisseaux, qui était un peu la première maladie qui vous a un peu lancé dans cette discipline. Et alors, il y a quelqu'un qui dit, n'y a-t-il pas une solution chirurgicale en rebranchant la tuyauterie correctement? Quelqu'un qui est un peu, voilà, il est pratique, il dit, on va remettre, et puis voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que vous lui répondriez? Je me dis qu'il pourrait faire de la chirurgie aujourd'hui parce qu'en fait, dans ces patients, ils ont 40 à 50 ans aujourd'hui. Et à l'époque, on ne savait pas rebrancher les gros vaisseaux parce que, notamment de l'aorte, sort les coronaires. Les coronaires, c'est les petits vaisseaux qui vascularisent le muscle cardiaque. Et en rebranchant l'aorte au-dessus du ventricule gauche, il fallait aussi rebrancher les coronaires. Et les premières chirurgies qui consistaient à faire ce qu'on appelle le switch artériel, eh bien, se compliquaient systématiquement d'infarctus. Et donc, les enfants, pour 50%, mouraient. Cette chirurgie, elle a été tentée dans les années 70. Et en fait, 75, le chirurgien avait tellement d'essais qu'il a même arrêté d'opérer. Donc, ça a été laissé un peu en suspens. Et puis, il y a quand même des chirurgiens qui ont continué à essayer cette technique en l'améliorant. Et on peut faire un peu cocorico parce que celui qui a le plus développé cette technique, c'est un Français, c'est le professeur Lecomte, qui a vraiment, vraiment, vraiment amélioré la technique, si bien qu'aujourd'hui, enfin depuis les années 90, on fait ce qu'on appelle le switch artériel et donc on rebranche les gros vaisseaux au-dessus des bons ventricules, si bien qu'on a de moins en moins de patients avec un ventricule droit sous-aortique. Après, je ne suis pas allée dans les détails parce qu'il y a 2 types de transposition des gros vaisseaux. Et il y en a une autre où cette technique de rebrancher les gros vaisseaux ne suffit pas, même il ne faut pas la faire, parce que de nature, tout est inversé chez eux, c'est les ventricules qui sont inversés. Et donc, il faudrait inverser et les oreillettes et les artères, bon, ça devient très compliqué. Mais vous avez raison, en fait, cette technique est heureusement aujourd'hui celle qu'on pratique chez les enfants qui naissent avec cette malformation. Alors, j'ai une autre question très technique pour vous qui parle de la voie pulmonaire et qui me dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre des valves humaines ou animales
dans l'artère pulmonaire sans faire de chirurgie. Ah si, ben c'est ce qu'on fait. Bon, je vous tends un peu la perche. Franchement, ils ont plein d'idées, c'est super. En fait, alors, les valves pulmonaires, on les met quand les patients ont des fuites pulmonaires importantes et on a des indications très réglementées, enfin, de plus en plus, même si ça reste des malades rares. Donc, c'est-à-dire que plus on a cherché, plus on a amélioré les indications. Jusqu'aux années 2000, on ne pouvait les mettre que par voie chirurgicale. Et puis, il y a une équipe à Necker qui a commencé à mettre des valves percutanées. C'était des valves de bœuf, des jugulaires de bœuf, qui étaient pliées serties sur un stent qui était plié sur un guide. Et elles étaient déployées chez l'animal et ça a marché. Donc, ils ont commencé à le faire chez l'homme en 2000. Et puis la technique, pareil, a mis du temps. Fallait aussi les autorisations d'utilisation par l'agence du médicament. Tout ça a pris beaucoup de temps, donc on a vraiment commencé à l'utiliser dans les années en 2006 en France, avec une première valve qui s'appelait, alors normalement, je ne peux pas trop dire dans le médicament, mais qui s'appelait la Mélodie. Et puis il y a une autre compagnie qui a inventé une autre valve qui permet de mettre, parce que la Mélodie pouvait se mettre sur des artères pulmonaires pas trop grosses, donc ça sélectionnait que certains patients et donc ils ne pouvaient pas profiter de cette technique et on était obligé de les opérer. Donc là, il y a une autre compagnie qui a développé une autre valve qui permet de les mettre sur des diamètres d'artères pulmonaires plus gros. C'est celle qui s'appelle la Sapiens. Donc ça reste plus gros, mais il y a encore des patients qui ne peuvent pas bénéficier de cette valve parce que l'anatomie pulmonaire est trop large encore. On a un diamètre limite qu'on ne peut pas dépasser. Et il y a encore de la recherche et malheureusement, ce n'est pas encore autorisé, sauf à titre compassionnel parce qu'il n'y a pas assez de données cliniques pour pouvoir le mettre largement chez nos patients. Donc une troisième prothèse qui s'appelle Harmonie, qui commence à à réduire le calibre à l'intérieur du cœur de l'artère pulmonaire pour ensuite insérer une valve par voie percutanée. Donc tout ça en passant par les vaisseaux. Donc la valve, elle est pliée sur un guide, on passe par les vaisseaux et les veines viennent tout au cœur et on traverse le cœur jusqu'à l'artère pulmonaire et là, en gonflant un ballon, on arrive à insérer la valve sur l'ancienne valve pulmonaire qui ne marche pas. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours possible. Alors, moi, Magali, j'ai une question plus sur le parcours. Bon, vous êtes une jeune femme qui a un parcours très brillant et qui a encore devant elle une longue carrière, on l'espère bien. Et puis, vous êtes une jeune femme et en cardiologie, on se plaint souvent de ne pas avoir une profession suffisamment féminine parce que pour tout un tas de raisons, les femmes étaient peut-être moins attirées par cette spécialité. Puis peut-être qu'il y a eu de la sélection qui était tout à fait désagréable à une époque. Donc, quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui vous écoute aujourd'hui, peut-être une lycéenne, une jeune étudiante en médecine et qui se dit moi, j'ai envie d'être Magali la douceur. Comment on fait pour devenir Magali la douceur? Faut être pugnace, je dirais. Faut jamais lâcher, jamais. Déjà, je pense que la recherche, c'est les gens qui font de la recherche, ils lâchent jamais. On les appelle à projet, il faut toujours faire des demandes, il faut jamais lâcher. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors et j'ai eu des mentors qui étaient des hommes. J'ai vu par exemple dans votre commission, vous avez Monsieur Jandot qui m'avait montré, moi j'avais travaillé ma thèse de médecine sur une de ces thématiques qui est le Marfan. Et il m'avait vraiment soutenue et j'avais trouvé ça passionnant. Ça m'a vraiment sensibilisée à la recherche très jeune quand j'étais interne et j'ai voulu faire ça parce que j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et puis pareil, dans mon parcours, j'ai la chance d'avoir été encadrée pendant ma thèse de sciences par un homme qui aussi m'a pris à son égal et j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai été vraiment bien encadrée. Et après, quand je suis allée dans un pays anglo-saxon, j'ai trouvé que y avait, parce que quand même je dois admettre que il y a encore un petit peu de difficulté, il y a quand même une difficulté de genre, même si on fait tous des efforts, c'est pas encore parfait quoi. Pour une femme c'est plus difficile d'avancer. Moi je le constate avec des collègues hommes où j'ai l'impression que c'est plus facile pour eux.
Mais quand j'étais en Angleterre, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vraiment, il y avait beaucoup moins de différence de genre. On prenait les personnes comme elles étaient. On sentait qu'elles avaient un potentiel, on était très, très soutenus, quoi. Donc voilà, moi, si c'est une jeune femme, de toute façon, je pense que les mentalités changent. Ça met beaucoup de temps, mais c'est quand même toujours mieux que quand moi, je suis arrivée en sortie de mon internat, ce que je constate aujourd'hui. Je pense que quand on croit en ce qu'on fait, il faut y aller. Faut y aller. Parce que de toute façon, quand on est passionné, on peut franchir n'importe quelle montagne. Et puis, il faut trouver... je leur souhaite de trouver des mentors. J'espère en être un. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Maintenant, le mentor, c'est vous. Voilà. Et après, moi, que ce soit un homme ou une femme, quoi, c'est pas grave. Oui. Parce que je crois vraiment que le potentiel existe chez tout le monde, quel que soit un homme, une femme, d'où il vient. L'intelligence et le potentiel ne choisit pas ça, quoi. Mais d'où l'importance de la politique de recherche qu'on mène à la Fédération française de cardiologie, qui consiste à aider ces jeunes, hommes et femmes, quels qu'ils soient, dans leur projet de progression professionnelle, parce que, vous voyez, Damien Lejar et moi, dans quelques années, il va falloir nous remplacer. Donc, il faut qu'on ait effectivement ces jeunes qui se forment. Ce sont des carrières, comme l'a dit Magali Ladouceur, il faut être pugnace, c'est difficile. Dans la recherche, il ne faut pas lâcher parce qu'on a beaucoup de déconvenus. Hein. Parfois, on passe beaucoup de temps à chercher quelque chose et puis au final, ça ne marche pas. Mais c'est bien parce qu'on cherche, parce qu'on essaye, qu'on finit par faire des progrès. Alors, Aline et Joël, avez-vous des questions pour Magali, des remarques ou des choses à partager, des réactions? Oui, moi j'avais une question de béotien. Le professeur Lojard a parlé de cohorte, Magali a parlé de registre. Quelle est la différence entre ces deux notions? Ah, qui répond? Allez, Magali. Non, les cohortes, généralement, ça s'intéresse à un groupe de malades. Donc, par exemple, moi, j'aurais pu te parler de cohortes pour les transpositions des gros vaisseaux. Et c'est donc un groupe de patients qu'on va suivre prospectivement. Ça, c'est un suivi de cohorte. Alors que le registre, j'ai inclus des malades de manière prospective et ils n'avaient pas tous la même cardiopathie. Et voilà, normalement, c'est un peu cette différence. C'est un design d'étude. D'accord. Merci. J'avais une autre question. Alors, vas-y, Joël, vas-y. Vous avez parlé dans votre présentation qu'il fallait, pour devenir chercheur, il fallait publier. J'avais cru comprendre aussi que non seulement il faut publier, mais il faut aussi être cité. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. En fait, parce que c'est en fonction du journal dans lequel on publie. Il y a des journaux qui sont très cités, il y en a qui sont moins cités. Et donc, en fonction de ce degré de citation, il y a un indice qui est donné au journal. C'est ce qu'on appelle l'impact factor. Et en fait, on calcule à la fin de votre carrière, quand vous voulez candidater pour être à l'HDR ou professeur, on va vous demander votre score. Ça s'appelle le score CGAPS. Et en fonction du journal dans lequel vous avez publié, si c'est un journal très cité, vous allez avoir un score plus haut. Et puis aussi de votre position en tant qu'auteur, parce que si vous êtes dans les premiers auteurs, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup investi dans la recherche, ou si vous êtes dernier auteur, les deux derniers auteurs, c'est des gens qui ont encadré la recherche, vous allez avoir un score aussi qui va être augmenté. Donc tout ça, c'est caché derrière un algorithme qui vous donne un score. Et ce score, on en tient compte pour vous qualifier de professeur. Et aussi, ça compte pour les laboratoires parce que les dotations, les subventions regardent le score SCIGAPS du laboratoire pour donner en fonction. Et même dans les services cliniques, ils regardent le score SCIGAPS pour donner des subventions pour faire de la recherche clinique. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre, malheureusement. Ce n'est pas que confiné à la France, c'est international. C'est très important de publier et de citer nos travaux parce que ça montre qu'on est actif. Et puis en plus, c'est nécessaire pour partager notre recherche. Merci. Oui, Joël, j'ajouterais qu'effectivement, les scientifiques et les chercheurs
l'étalon mesure de notre performance, ce sont les publications. Et effectivement, il faut publier, et si possible, dans des revues de haut niveau, dans lesquelles on est beaucoup cité, comme Magali l'a expliqué. Et donc, on est redevable régulièrement d'un petit bilan de notre production scientifique, à la fois personnelle, et puis celle de notre institution, de notre université. Et puis, nous, quand on est tous ensemble, les cardiologues français, on regarde au niveau international la place des publications des cardiologues français face aux cardiologues anglais, italiens, allemands, américains. Et on n'a peur de rien, tu vois. On se mesure au plus grand. Et la cardiologie française se porte, bon, elle peut faire certainement mieux, on y travaille, mais elle essaye régulièrement de faire des publications de très haut niveau, et donc ça fait partie effectivement de nos missions, de notre reporting. Je sais qu'Aline avait une question. Alors en fait, je n'ai pas une question, mais je voulais féliciter le docteur Ladouceur, d'abord pour son parcours et pour la clarté de la présentation, parce que ça démontre bien la politique qu'on met en place de recherche au sein de la fédération et comment on arrive à accompagner les chercheurs tout au long de leur parcours. Et votre parcours montre bien qu'on arrive à nos fins, et ça, c'est super parce que grâce à vous, les progrès sont là. Alors, c'est grâce à vous aussi, hein, et aux donateurs. Oui. On marche main dans la main. Oui, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je pense, Magali, que maintenant, il va falloir rejoindre un de ces jours la commission scientifique. On a déjà quelques femmes dedans, il en manque, on voudrait arriver à la parité. Je n'osais pas le dire, mais quand j'ai vu le première présentation, je me suis dit, il y a une femme, deux. J'ai regardé ça, je dis... Il y en a deux, il y en aura d'autres, et je pense que vous serez dans les prochaines candidates qu'on sollicitera. Alors, il y a énormément de questions sur le chat Facebook. Ce sont quand même beaucoup de questions. Des gens nous posent leur cas personnel. J'avoue que c'est un peu difficile d'y répondre. Ce sont d'ailleurs sur des tas de maladies cardiovasculaires, que ce soit des problèmes rythmologiques, des problèmes valvulaires. Il est difficile de vous répondre là, comme ça. Vous avez un cardiologue, il faut lui faire confiance et ne pas hésiter à le consulter et à le questionner. On me pose des questions sur les stents, les valves percutanées. Oui, il y a beaucoup de progrès. Et c'est vrai qu'à la Fédération française de cardiologie, nous, on accompagne le progrès. On n'a pas pour mission de communiquer sur la façon de soigner les maladies. Ça, c'est le rôle d'abord de votre cardiologue et puis de la société savante, qui est la Société française de cardiologie, qui, elle, représente les professionnels, alors que nous, on est ici l'association de lutte contre la maladie cardiovasculaire avec d'autres missions. Donc, on ne va pas vous faire de consultation live, ce serait difficile. En plus, voilà, ce sont des choses qui concernent le patient et son médecin. Alors, je vais demander aux uns et aux autres, parce qu'on arrive doucement vers la fin de ce webinaire, avec vraiment beaucoup d'amis qui nous suivent et qui mettent des commentaires et qui félicitent d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de félicitations, hein, pour Damien et pour Magali sur tout ce qu'ils ont fait ici. Alors, peut-être, Damien, est-ce que tu veux faire un petit mot de conclusion pour nos amis, les gens qui nous ont suivis, pour nos donateurs? Je crois qu'à travers les deux exposés, on a bien vu à quel point la recherche dépend des associations comme la Fédération française de cardiologie et donc de la générosité des donateurs, que ce soit pour l'accompagnement de parcours individuels, comme Magali, mais également pour réaliser des projets d'envergure et des projets inter-équipe. Ce que je pourrais juste rajouter, c'est vrai que la cardiologie a peut-être un petit peu pâti récemment, enfin dans les dernières années, de la concurrence de beaucoup d'autres pathologies qui ont énormément communiqué, alors même que les maladies cardiovasculaires peuvent être perçues par certaines personnes un peu comme finalement les aléas liés à l'âge et à une mauvaise hygiène de vie. Il n'en est rien, il n'y a pas que ça. Et par exemple, les cardiopathies congénitales n'ont évidemment rien à voir avec ça. Ça reste quand même une des maladies les plus fréquentes. Et on voit bien qu'on a encore énormément de progrès à faire pour améliorer le fardeau des patients, que ce soit le fardeau ou le pronostic des patients. Donc la Fédération française de cardio, c'est hyper important, on a besoin d'elle.
Et on a besoin de la générosité des donateurs. Merci beaucoup, Damien. Et la Fédération a besoin de vous, des donateurs et aussi des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Magali, un petit mot de conclusion pour clore aussi cette session avant que je repasse la parole à mes comodérateurs. Moi, j'ai été oratrice, mais aussi spectatrice, parce que j'ai beaucoup aimé les présentations précédentes. C'est vrai que la Fédération soutient énormément de projets de recherche des cardiologues en France. Et c'est vrai qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on produit. Je pense qu'on est même parfois envié et on contribue à améliorer le soin cardiaque des patients, pas seulement qu'en France, parce que ce qu'on découvre, ça aide toute la société. Et donc, merci d'être encore là, la Fédération, et merci aux donateurs de la faire vivre pour améliorer la recherche et derrière le soin des patients cardiaques, parce qu'en effet, ça reste la première cause de mortalité en France et il ne faut pas la négliger. Merci beaucoup, Magali. Joël, un petit mot de conclusion avant qu'on passe la parole à notre coordinatrice nationale. Oui, moi je voudrais remercier le docteur Ladouceur et le professeur Logert en premier lieu, qui nous ont consacré du temps. Et puis je voudrais revenir sur ma marotte d'attirer des bénévoles, parce que en fait, être bénévole à la Fédération française de cardiologie, c'est aussi avoir la chance de côtoyer des cardiologues, donc presque au quotidien, et donc de bien comprendre sa pathologie. Et je crois que comprendre sa pathologie, c'est la dominer, et donc c'est une partie de la guérison. Merci beaucoup. Aline. Alors, chacun sa marotte. Joël, c'est les bénévoles. Moi, c'est le réseau. Donc, j'invite tout le monde, que vous soyez touché de près, de loin ou juste en termes de prévention, vous souhaitez avoir des renseignements ou d'être accompagné dans de l'activité sportive. N'hésitez pas à contacter nos clubs Cœur et Santé. Il y en a 263 sur tout le territoire. Et on sera content de vous voir et de vous accueillir et de marcher main dans la main. Bien, et bien donc moi je vais avoir le plaisir de conclure ce webinaire, de remercier également tout le support technique, tous les permanents de la Fédé qui nous ont aidés, Hervé Ruzinski, Laurence Jacques, j'en oublie certainement, les collègues du département recherche. Toute cette année, on a eu Solange Guénez, qui nous a quittés, Julie Béhil qui était en stage et Tonine Bellini qui assure maintenant le secrétariat effectivement du département recherche de la Fédération française de cardiologie. Tous ces gens-là nous aident au quotidien, non seulement pour préparer les appels d'offres, mais suivre les dossiers, vérifier que les financements qu'on vous a octroyés arrivent effectivement sur le compte en banque, non pas des chercheurs, mais de leurs unités de recherche, et parfois des chercheurs quand c'est les plus jeunes. Donc, tout ça, c'est beaucoup de travail. C'est un travail permanent, ça demande de l'attention, ça demande de l'ouverture, et puis surtout, c'est d'une grande responsabilité, puisque tous ces financements de la recherche proviennent des dons, des donateurs fidèles de la Fédération française de cardiologie. Vous savez qu'on a obtenu le don en confiance cette année, ce qui veut dire qu'il y a un label de qualité sur le fait qu'effectivement, les dons qui sont faits à la Fédé servent bien à remplir nos missions et notamment celle-ci. Donc, il m'appartient de remercier encore nos orateurs, le professeur Lejard et le docteur Ladouceur, qui sera bientôt professeur Ladouceur, on a compris, et on s'en félicite. Je remercie évidemment Aline et Joël, mes co-modérateurs de la soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le web ou en présentiel, peut-être, qui sait, on aura cette chance un jour. Merci beaucoup, nous repassons la main à